This is the end, my only friend, the end. Eh oui, l'immortelle chanson des Doors et de Jim Morrison. This is the end, my friend. Magnifique. Alors, est-ce qu'on est enfin ou on est au début? Eh oui, il s'est passé beaucoup de choses. On en parlait, vous vous rappelez, le 14 mai, je crois qu'on était parmi les premiers, en tout cas, dans les médias, à raconter, je vous ai raconté, il y a donc 6 jours, ce qui se passait, effectivement, ce qui s'est passé entre le FBI, la CIA, dans le Oval Office d'Obama, dans ces jours de janvier 2017, avant que Donald Trump ne prenne véritablement le pouvoir. Il s'est passé beaucoup de choses, et il continue de se passer beaucoup de choses. On va en parler avec quelqu'un qui a fait aussi une magistrale synthèse 2 jours plus tard. C'est Charles Gave, qui est financier, qui est écrivain, qui est essayiste et qui préside l'Institut, le think tank, l'Institut des libertés. Et Charles Gave, vous avez carrément parlé de tentative de coup d'État. Ben oui, c'est un peu ce qui s'est passé, puisque on essaye d'empêcher un homme qui a été élu légalement d'exercer les pouvoirs en lui mettant des bâtons dans les roues pendant les années qui ont suivi, comme chacun a pu le voir. Donc oui, il y a eu une tentative de coup d'État aux États-Unis. Je crois que ça, c'est complètement indiscutable. Alors, il faut raconter peut-être l'histoire, parce que on a quelques minutes, mais on a un peu plus que ça, pour raconter, en fait, qu'est-ce qui s'est passé. Il s'est passé que, si j'ai bien compris, en résumant, en essayant de synthétiser la chose, au Parti démocrate et à la Maison-Blanche, en fait, on n'a pas supporté, avec Hillary Clinton, qui, je le rappelle, était la rivale de Donald Trump dans les élections présidentielles de 2016, novembre 2016, on n'a pas supporté qu'un Trump arrive au pouvoir et qu'il amène un général Flynn, il faut en parler, on va en parler très vite, comme conseiller à la sécurité nationale, et que ces gens-là arrivent au pouvoir, c'était insupportable, et il fallait tout faire pour les renverser, ou en tout cas pour les destituer, ou pour les empêcher de parler. C'est bien ça, Charles Gave. C'est exactement ça. C'est-à-dire que je crois que la majorité démocrate qui avait été au pouvoir pendant 8 ans avait commis un certain nombre de crimes qui vont maintenant apparaître les uns après les autres. Vous dites crimes, carrément. Oui, tout à fait. Aussi bien, on pourra peut-être en parler, aussi bien en Ukraine qu'au Moyen-Orient, etc. Et que ces gens-là étaient à peu près certains que Mme Clinton serait élue. Et donc, il était peut-être pas très nécessaire de couvrir leurs traces avec beaucoup de soin. Vous savez, puisque les mêmes équipes allaient rester au pouvoir et donc ça ne sortirait jamais. Et puis, il y a eu ce coup de tonnerre extraordinaire de l'élection de Trump. Et à ce moment-là, je crois qu'ils ont dû avoir une peur bleue. Et ils se sont dit, il faut absolument qu'on empêche ce gars de gouverner. Et donc tous les gens qui avaient été mis aux positions clés pour empêcher l'information de sortir, qu'il s'agisse de Comey, qui était le patron du FBI, qu'il s'agisse du patron de la CIA, qu'il s'agisse du patron du renseignement aux États-Unis, etc., ont commencé une espèce de campagne de diffamation contre Trump en disant qu'il était un agent russe. Et à partir de là, c'est là qu'il y a eu l'enquête de Mueller et ça a empêché Trump de gouverner pendant 2 ans. Au bout de 2 ans, il a réussi à remplacer un ministre de la Justice qui était complètement inefficace, qui s'appelait M. Sessions, qui était un ancien sénateur du sud des États-Unis, pour le remplacer par un homme tout à fait éminent qui s'appelait Barr, qui avait déjà été ministre de la Justice aux États-Unis. Et depuis, ça fait donc à peu près 1 an que Barr est en train de nettoyer les écuries d'Augias. Et en nettoyant les écuries d'Augias, les documents commencent à sortir. Et ces documents sont tous plus accablants les uns que les autres. Donc il y a en fait 2 affaires dans cette affaire, si vous voulez. Il y a la première, c'est la tentative de coup d'État contre Trump. Et la deuxième, qui est encore plus tordue à mon avis, mais sur laquelle les documents ne sont pas encore sortis, c'est l'affaire du général Flynn. Parce que le général Flynn, qui était un démocrate, il faut savoir, il était d'une famille démocrate, c'était un homme tout à fait... Alors racontez-nous Flynn. Flynn était déjà en poste sous Obama, c'est bien ça. Et c'était comme il était démocrate, on l'avait mis général, c'était lui qui avait été un des responsables de ce qu'on avait appelé The Surge pendant la guerre en Irak, c'est-à-dire de la contre-attaque des États-Unis pour éviter d'être défait en Irak. Et donc il avait été mis là, parce qu'il était démocrate, et puis probablement il s'est engueulé de façon tout à fait épouvantable avec Obama, parce que Flynn était
très inquiet du danger islamiste, alors qu'Obama ne l'était pas du tout. Donc il a été viré, mais ayant été patron des services secrets de l'armée, il connaît l'endroit où tous les cadavres de Clinton, d'Obama sont enterrés, de Biden sont enterrés, en Ukraine, en Syrie, en Libye, ce que vous pouvez imaginer. Et donc il y a une double manœuvre là. Il y a bien sûr empêché Trump de gouverner, mais la deuxième manœuvre, c'est surtout d'essayer de déconsidérer Flynn pour que ses témoignages sur ce que ces gens-là ont fait ne soient pas recevables en quelque sorte. Et donc vous avez une double manœuvre. Oui, une double manœuvre, Charles Gave, et ce qui a déclenché l'affaire, donc dès 2016, dès avant l'élection de Trump, c'est qu'on avait appris que Trump allait prendre Flynn comme conseiller national à la sécurité. Donc il allait peut-être parler et dire ça, c'est ça? Il allait certainement parler et dire ça, et d'ailleurs, au moment de la passation des pouvoirs, Obama a dit à Flynn que la seule personne qu'il ne devait pas engager, a dit à Trump que la seule personne qu'il ne devait pas empêcher, c'était Flynn. Donc, Obama il l'a déconseillé, Il l'avait conseillé, surtout vous ne le prenez pas, c'est pas un type sûr et tout et tout. Donc ils étaient morts de peur de Flynn. Et donc il a été engagé comme conseiller de la sécurité, c'est-à-dire le gars qui parle à l'oreille du président pour tous les problèmes de sécurité aux États-Unis, qui a accès permanent à lui. Bien sûr. Et donc il s'apprêtait sans doute à dire un certain nombre de choses. Et ce qui s'est passé, c'est que Flynn, dans ses activités, a commencé à donner des coups de téléphone à l'ambassadeur de Russie, parce que Obama venait de prendre des mesures contre la Russie, vous savez, à cause de l'Ukraine. Oui, il devait parler à tout le monde comme conseiller national à la sécurité. D'abord, il devait parler, mais il a parlé un peu plus. Comme Obama venait prendre des mesures de sanctions contre la Russie, en ayant demandé à l'Europe de faire pareil, dès qu'il est arrivé, Flynn a pris le téléphone et a dit à l'ambassadeur, vous savez, ne faites pas de contre-représailles trop fortes parce que on va changer d'administration et c'est pas du tout notre politique. Et cette conversation a été entendue, écoutée par le FBI, ce qui était tout à fait extraordinaire que le FBI... Et illégal. Et que le FBI écoute la conversation que le Conseil de la sécurité de Trump avait avec l'ambassadeur russe. Et c'est à partir de cette conversation, que l'on a commencé toute l'histoire de Trump et la Russie sont dans le même lit, quoi. Oui, et alors Charles Gave, je rappelle justement, lié à ça, le 5 janvier, réunion à la Maison-Blanche, dans le Oval Office, avec Obama, tout l'état-major des entourages Obama, les Powers, Brennan, Comey, Susan Rice, Clapper et compagnie, c'est-à-dire la CIA, l'ambassadeur de l'ONU, la sécurité nationale, etc. Et il retient Comey, donc le patron du FBI, et il lui dit, est-ce que vous croyez qu'il faut tout communiquer à l'équipe arrivante, donc l'équipe de Trump, notamment les choses sur la Russie. Comme il lui dit, qu'est-ce que vous en pensez? Obama lui dit, écoutez, attendez un peu, peut-être qu'il faut continuer l'enquête par rapport à ce qui se passe entre ce que vous avez dit, Flynn et l'ambassadeur russe. C'est-à-dire, dès le départ, on dit, on ne va pas dire tout à l'équipe arrivante, ce qui est quand même assez non étonnant, seulement on va pas dire toute la vérité, on va pas transmettre les dossiers en quelque sorte à l'équipe arrivante, ce qui est déjà un vrai scandale. Mais ensuite, on ne prévient même pas le président des États-Unis que son conseiller principal pour la sécurité est sous enquête. C'est ce qui est tout à fait extraordinaire. Et on prévient le président des États-Unis qu'il y a un dossier sur lui complètement crapuleux qui est sorti où il aurait fait des bêtises sexuelles à Moscou, qui était un tissu d'ânerie et qui était un tissu d'imbécilité. Et le dossier financé par Clinton et par les démocrates. Financé par Clinton, financé par les démocrates, et qui était un tissu d'ânerie, et que le président, donc le 6 janvier, le président est prévenu que ce dossier existe, et le 7 janvier, Comey le fait fuir, le file à la presse, au Washington Post, etc., et ça commence à sortir dans la presse, alors que Comey savait que ce dossier était faux. Donc, ils savaient tous que ce dossier était faux. Ils savaient tous que ce dossier était faux, y compris Obama. Donc, ils se servent d'un dossier dont ils savent qu'il est pourri pour discréditer Trump, et c'est de là que part. Ensuite, ils envoient 2 agents le 24 janvier chez Flynn pour
discuter gentiment. Ouais. Il téléphone à Flynn en disant on aimerait vous connaître parce que maintenant qu'on va travailler ensemble, parce que c'était le FBI, donc on aimerait vous parler et tout. Les deux types arrivent, posent des questions à Flynn sur ses conversations avec l'ambassadeur russe. Flynn leur dit qu'il ne se souvient pas, ce qui est quand même la moindre des choses, parce qu'ils n'avaient pas posé des questions. Et dans les jours qui suivent, Flynn est attaqué parce qu'il a refusé de répondre aux attaques du FBI, alors que cette enquête, cette visite était complètement illégale, qu'on lui a pas donné ses droits, vous savez normalement, qu'il n'était pas accompagné d'un avocat. Et c'est donc tout le procès qui a suivi de Flynn ensuite était fait sur des choses qui étaient illégales. C'est-à-dire que le FBI... un piège. C'était un piège pur et simple, pour le faire tomber. Tendu par le FBI, et ensuite, donc Charles Gave, il y a effectivement cette enquête de Mueller, l'ancien patron du FBI, ancien patron avant James Comey, qui a duré 2 ans et demi, et qui conclut à rien. Pas l'ombre du commencement d'une preuve. C'est quand même. Et ils le savaient au bout de 3 mois, mais ils ont essayé de tenir le plus longtemps possible avec l'enquête de Mueller pour que Trump perde les élections au Congrès en novembre dernier. C'est-à-dire qu'ils ont fait peser cette espèce de menace. Vous savez, regardez, donc il y a toute une série de braves gens qui ne pouvaient pas voter pour Trump parce que c'était un agent russe. Et donc tout ça, si vous voulez, ça a été un vrai complot. Et dans ce complot, vous trouvez non seulement l'administration Obama, mais aussi toute une série du personnel politique américain, dont un homme qui s'appelle Schiff, qui est un des éminents représentants du Parti démocrate, Adam Schiff, à la Chambre des représentants. Vous trouvez à peu près tout le... Tout le monde, tout le beau monde, tout le gratin démocrate. Donc, il s'agissait d'une tentative de garder le pouvoir par des gens, et c'est ce qu'on appelle quelque part, vous savez, l'état profond. Oui, et d'où effectivement la tentative destitution. Et il faut rappeler, pendant tout ce temps-là, ça a duré 2 ans et demi, 3 ans. C'est-à-dire, imaginez un président de la République, que ce soit Macron, Hollande, Sarkozy, qui ont eu des attaques et qui ont des attaques, mais du matin au soir, toute la presse, la radio et la télévision, disons à 90%, sauf 2 ou 3 exceptions, qui le traitent de comploteur, qui le traitent d'agent russe, qui le traitent de valet de Poutine, qui le traitent tout ça et qui disent il faut qu'il soit impeach, destitué. Il faut qu'il soit impeach, mais alors le plus extraordinaire, c'est qu'il y a des documents qui viennent de sortir que je trouve tout à fait amusants. C'est que le chef de la CIA, le chef de service secret en renseignement, Monsieur Schiff, Adam Smith Schiff, etc., chaque fois qu'ils étaient interrogés par une chaîne, ils disaient nous avons les preuves objectives que Monsieur Trump a eu des contacts avec la Russie. Donc ils avaient des preuves que c'était un traître. Ils n'arrêtaient pas de le dire en public. Mais quand ils ont été interviewés en secret, sous serment par le Congrès, à ce moment-là, à chaque fois, ils ont dit nous n'avons aucune preuve. Donc les gars disaient au public on a toutes les preuves, et puis parce que quand vous mentez sous serment devant le Congrès aux États-Unis, c'est la prison à vie. Hein. Vous sortez plus de tôle. Donc vous aviez ces gars qui mentaient comme des arracheurs de dents et qui sont maintenant qui sont stipendiés, si j'ose dire, par toutes les grandes chaînes du style CNN, etc. Ils sont tous conseillers spéciaux auprès de ces chaînes-là. En plus. Donc vous avez une complicité des chaînes incroyable. Ouais. Restez avec nous, on va continuer, c'est passionnant, après cette petite pause, à tout de suite. Alors, effectivement, je vous dis, c'est la matière, c'est quand même assez hallucinant, c'est la matière de plusieurs films qui vont sortir d'ici quelques années. Charles Gave, on démonte un peu la mécanique, mais qui est quand même tout à fait hallucinatoire, on pourrait dire. Et les choses sont en train de sortir, les documents sont déclassifiés. Qu'est-ce qui peut arriver maintenant ? Qu'est-ce qui peut et va arriver maintenant ? Alors, il faut mettre un petit peu planter un peu le décor. Vous avez le ministre de la Justice, Monsieur Barr, qui a pris un procureur tout à fait respecté aux États-Unis, qui s'appelle Monsieur Durham, qui est chargé de mener l'enquête. Parce que Barr étant un nommé politique, en quelque sorte, il voulait pas qu'on dise que c'était qu'il cherchait à détruire. Donc c'est Monsieur Durham. Ce Monsieur Durham travaille sur le dossier depuis un certain nombre de mois, ça fait à peu près 1 an, et à ce dossier, aussi curieux que ça paraisse, vous trouvez beaucoup de services secrets
étrangers mêlés, c'est-à-dire qu'il y a les services secrets anglais qui ont l'air d'être dans le complot jusqu'au cou, australiens également, italiens, ça apparaît aussi plausible. Donc ça a été vraiment une espèce de conjuration des services secrets menée par la CIA pour faire tomber M. Trump. Alors, et le FBI à l'intérieur. Et le FBI à l'intérieur, qui lui était le service de politique intérieure. Donc maintenant, qu'est-ce qui peut se passer? Logiquement, s'il y a eu crime, et je crois qu'il y a de plus en plus d'évidence qu'il y a eu crime, il y a un certain nombre de personnes qui vont se retrouver devant les tribunaux et qui vont aller en tôle. Et la question essentielle, c'est est-ce que Obama et Biden, le président et le vice-président, qui sont tous les deux mouillés jusqu'au cou, surtout Biden d'ailleurs, qui a demandé d'avoir des écoutes sur le général Flynn, ce qui est très étonnant. Qu'est-ce qu'il en avait à foutre? Mais il s'intéressait beaucoup à l'Ukraine, M. Biden. On va en parler. Je vous réserve un petit cadeau, Charles Gave, mais allez-y. Oui. Et donc, si ces gens-là, le problème, c'est que traîner devant les tribunaux un ex-président des États-Unis ou un ex-vice-président, ça s'est déjà passé pour le vice-président avec Nixon, dont le vice-président avait été en tôle pour corruption avant l'affaire du Watergate. Mais ça sera un énorme scandale avec toutes les répercussions politiques, parce qu'on va dire que c'est du racisme, vous savez, parce qu'Obama était noir ou j'en sais rien. Donc, j'imagine qu'il y a un certain nombre de gens qui vont dire, bon, écoutez, on sait qu'ils sont coupables, mais passons l'éponge. Passons l'éponge. Mais Charles Gave, sur ces deux-là, mais sur les autres, je pense pas. Allez-y. Oui. Sur les autres, sur les anciens du FBI, de la CIA, de la justice, ceux-là, ils risquent de tomber. Ouais. Ils risquent de tomber. Mais alors le problème, c'est que s'ils tombent en disant que c'est Obama qui leur a donné l'ordre pour essayer de sauver leur peau, alors à ce moment-là, ça sera difficile d'exonérer Obama. Il faut qu'il tombe en se taisant. Vous savez, aux États-Unis, vous avez ce qu'on appelle le plea bargain, c'est-à-dire que le juge d'instruction vient vous voir et vous dit, écoutez, si vous dénoncez le gars au-dessus de vous, à la place de faire 30 ans de tôle, vous en faites 3 ans. Ouais, c'est ça. Et donc, certains l'utiliseront. Mais justement, Charles Gave, je vous ai réservé, comme je l'ai dit, pour la bonne bouche. On parle de Joe Biden, vous avez parlé de Joe Biden, alors vice-président qui a ordonné les écoutes général Flynn. Joe Biden, qui est actuellement, il faut le rappeler, le candidat démocrate à la présidence des États-Unis, puisque les élections auront lieu en novembre. Eh bien, on a déclassifié, on a le coup de téléphone que Joe Biden avait donné à Petro Poroshenko, le président de l'Ukraine. Je rappelle que le fils de Joe Biden, Hunter Biden, avait été accusé d'avoir un poste dans une grande firme pétrolière ukrainienne à $50,000 par mois, je ne parle pas de la Chine, et que ça avait fait quand même déjà un gros scandale. Eh bien, Biden avait demandé l'éviction, lui Biden aux États-Unis, vice-président, l'éviction du procureur général qui enquêtait sur l'histoire de Biden. Et voici, très rapidement, voici un extrait qu'on traduira de la conversation de Joe Biden, ancien vice-président, actuel candidat démocrate à la présidence des États-Unis, avec l'ancien président ukrainien, Petro Poroshenko. Écoutez. Hey, Mr. President, Joe Biden, how are you? Very well indeed. As usual when I hear your voice. Thank you. Well, you are doing very well. Congratulations on getting the new prosecutor general. I know there's a lot more that has to be done, but I really think that's good. And I understand you're working with the rod in the coming days on a number of additional laws to secure the IMF. But congratulations on installing the new prosecutor general. It's going to be critical for him to work quickly to repair the damage Shokin did. And I'm a man of my word. And that now that the new prosecutor general is in place, we're ready to move forward in signing that new $1 billion loan guarantee. Voilà. Et ça, c'est pas fabuleux. Ça vaut pas tous les témoignages. Voilà ce qu'il lui dit. Merci, Monsieur le Président, d'avoir viré Shokin. Shokin, c'était le procureur général ukrainien qui enquêtait sur son fils Hunter Biden. Voilà, vous avez mis un nouveau procureur général, bravo. Eh bien, maintenant, je suis un homme de parole et vous allez recevoir le $1 milliard que les États-Unis vous ont promis de près, mais
Attention, milliards de dollars, c'est pas de la poche de Biden, hein, c'est le contribuable américain. Eh bien, écoutez, maintenant que vous avez changé de procureur général, et maintenant que vous êtes débarrassé de ce crétin, de ce salaud qui osait enquêter sur mon fils, eh bien, le milliard de dollars, vous allez l'avoir. Charles Gave, ça s'appelle quoi, ça? Dites-moi. Ça s'appelle de la corruption. Et en principe, si vous voulez, dans des temps anciens, les rois de France vous envoyaient dans un fort où je vous maintenais très longtemps, et dans des temps encore plus anciens où vous exécutez place de grève, quoi. Donc, il n'y a pas de crime plus horrible que celui de la corruption et de la concussion, parce que c'est de la concussion. Monsieur Biden cherchait à s'enrichir. Oui. Mais dites-moi, il peut rester comme ça, candidat à la présidence, quelque chose comme ça. Je crois que la manœuvre des démocrates, si j'ai bien compris, ce ne sont que des supputations, bien sûr, c'était de mettre Biden, qui en plus est en train de devenir gâteux, il a la maladie d'Alzheimer, donc, et puis de dire, quelque part en août, au moment de où la convention démocrate s'est réunie, que ben non, il peut pas pour des raisons de santé, et on aurait sorti Michelle Obama du tiroir en disant regardez, on va mettre Obama, comme ça on va se retrouver dans les années Obama, ce qui était quand même beaucoup mieux. Mais il est évident que si Obama va en tôle, ou s'il risque d'aller en tôle, la manœuvre risque d'être un peu difficile à exécuter, quoi, parce qu'elle pourra pas dire vous voyez ce que je veux dire? Donc, il y avait une manœuvre pour mettre une espèce d'homme de paille et pour que dans le fond le candidat désigné par le Parti démocrate le soit par les autorités du Parti démocrate, c'est ça. Qui sont toutes ces équipes de Clinton, quoi. On appelle ça aux États-Unis la machine Clinton. Ouais, d'accord. Et donc, à mon avis, ils vont coller. Mais ce qui va se passer, c'est que Sanders va revenir en tête et en disant, écoutez, c'est moi qui dois être candidat démocrate. C'est pas. Alors, à ce moment-là, ils vont pas être dans la panade. On va suivre tout cela. Merci Charles Gave, merci. Ce n'est que le premier épisode, en tout cas l'un des premiers épisodes. Mais vous voyez, c'est que l'Amérique ne nous doute jamais quand il s'agit de faire de la grande politique fiction. Ils sont quand même pas mal. Hollywood n'a qu'à bien se tenir chez eux.